Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler développement d'applications avec des techniques modernes, ce que chez AWS on appelle le Modern Application Development, donc tout ce qui concerne les containers, les chaînes d'intégration continue, vous savez, ces applications avec des microservices, des fonctions lambda. Et surtout, on va le regarder sous l'angle de la persistance des données. Si vous tournez une fonction lambda, vous savez que vous avez accès à un file system, mais que pour la durée de vie, la durée d'exécution de votre fonction lambda. Donc, où est-ce que vous mettez vos données ? Et il y a une option qui prévaut ces jours-ci, c'est EFS. C'est pour parler de tout ça, de pourquoi persister les données, c'est quoi EFS, comment intégrer les deux. J'ai le plaisir d'accueillir Myriam, bonjour. C'est quoi ton rôle chez AWS ? Je suis Star Specialist Solution Architect chez AWS et j'ai rejoint l'équipe EMEA depuis plus d'1 an. Donc tu fais que du storage, tu t'occupes du stockage, c'est le cœur de ta journée. Oui, principalement, mais pas que. Pas que. Alors Modern Application Development, c'est un terme qu'on on utilise beaucoup chez AWS, mais c'est quoi exactement ça recouvre quoi ? En fait, aujourd'hui, quel que soit le secteur, les entreprises cherchent à devenir plus agiles afin de pouvoir innover et réagir plus rapidement aux changements et c'est ce qu'on a observé ces derniers temps avec le contexte actuel. Et donc, les entreprises doivent accélérer le développement de leurs applications avec la capacité de s'adapter rapidement à des millions d'utilisateurs et d'avoir une disponibilité mondiale et aussi gérer une quantité de données qui peut exploser, qui peut atteindre les pétas ou hexaoctets. En fait, ces applications sont des applications modernes et elles couvrent les cas d'utilisation back-end web et mobile, des applications IoT, les charges de travail intelligence artificielle ou machine learning. Ou encore les plateformes de services partagés et les back-end microservices. Donc, en fait, ces applications modernes, elles sont créées avec une combinaison de modèles d'architecture modulaire, de modèles opérationnels serverless, et des processus de développement agile comme le continuous delivery et continuous integration. Donc si je résume, ce sont des applications plutôt cloud, plutôt back-end, avec des techniques de développement agile, de l'intégration continue, mais aussi caractérisées par des gros volumes de données ou potentiellement des gros volumes de données à traiter. Donc c'est de ça qu'on parle en tant que Modern Application Development. Et comme toute application, il faut stocker des données, donc il faut du stockage à un moment ou l'autre. Ça serait beau si on pouvait faire des applications que en serverless et stateless. C'est quoi le challenge de persistance des données pour ces applications-là ? Pourquoi c'est différent que pour une application à la papa client-serveur traditionnel ? En fait, il y a deux cas de figure pour le besoin en termes de stockage persistant. Si, par exemple, les entreprises choisissent de moderniser leurs applications existantes et de les transformer en choisissant des techniques de développement plus modernes comme les containers ou le serverless, mais que ces applications existantes, elles s'appuient sur des systèmes de fichiers classiques. Donc, ils ont déjà du code qu'ils vont réajuster, mais ils n'ont pas le temps de s'investir pour le transformer complètement, par exemple, pour utiliser du stockage objet comme Amazon S3. Et donc, le fait que ces applications, elles vont accéder à des données en mode fichier. Donc ça induit que ce sera plus facile de les moderniser en s'appuyant sur un système de fichiers classique. Et c'est là où peut entrer en jeu le service EFS. EFS, au fait, oui. Ce que tu es en train de dire, c'est si je pars de zéro, je suis une start-up, je construis une application du 21e siècle, c'est plus que probable qu'on va partir sur des bases de données managées comme DynamoDB, du stockage objet comme S3.
mais la réalité est très différente. Tout le monde n'est pas une start-up. Il y a plein d'applications existantes, des milliers, des centaines de milliers d'applications qu'on containerise pour les mettre dans le cloud. Ces applications ont été développées à une autre époque, elles utilisent des file systems, des fichiers locaux. Et donc, le challenge, c'est comment donner accès à des file systems à ces applications qui vont tourner dans des containers qui, par nature, sont stateless, ou des fonctions lambda qui sont encore plus stateless que des fonctionnaires. Et que des containers, des fonctionnaires. Pourquoi j'ai dit fonctionnaires, moi? Que des containers. Et donc, EFS, c'est quoi? En fait, EFS, comme son nom l'indique, donc Elastic File System, c'est un système de fichiers élastique qui permet de configurer et de mettre à l'échelle facilement du stockage fichier dans le cloud AWS, et aussi d'optimiser, tout en optimisant les coûts du stockage. Donc c'est un service managé, donc moi j'ai pas de serveur à gérer, à installer, etc. Et ça me donne un file system. J'y accède comment à ce file system si je suis sur un serveur Linux? Je fais quoi pour accéder à un file system EFS? C'est quel protocole? Oui, en fait on peut y accéder via le protocole NFS, et donc il supporte la version NFS 4 et 4.1. Donc ça se monte comme classiquement de façon similaire en fait on peut le monter un comme serveur, on monte un système de fichiers classique NFS. Oui, donc quand je crée mon file system sur EFS, je reçois un endpoint, je reçois une adresse IP ou un nom DNS que je peux utiliser après sur mon client pour simplement faire un mount /MNT de l'adresse comme on le faisait classiquement avant. NFS, c'est vieux comme protocole, hein, parce que j'ai travaillé chez Sun Microsystems il y a très longtemps, au siècle passé, et c'est cette société qui a inventé NFS, Network File System, qui est toujours utilisé aujourd'hui. J'aime bien les services managés parce que ça veut dire que je dois rien installer, patcher, etc. Et donc, si je déploie une application, il y a deux cas de figure. En Modern Application Development, tu l'as bien expliqué au début, soit des containers, soit dans Lambda. Je propose qu'on regarde les deux. Commençons par les containers. Si j'ai mes containers et je veux persister des données ou les partager entre plusieurs containers, comment je peux faire ça avec EFS? En fait, EFS s'intègre aujourd'hui avec les services de containers sur AWS, notamment ECS, Elastic Container Service, ou encore Fargate et EKS. Et donc aujourd'hui, lorsque vous créez vos containers, vous pouvez spécifier un point de montage ou bien un access point vers Amazon EFS. Et ça peut être donc partagé avec l'ensemble des conteneurs que vous qui tourne dans l'application. Oui, donc je pourrais avoir un file system et que tous mes containers, ils montent ce file system là et ils ont chacun accès en lecture écriture au file system, soit pour lire des données, soit éventuellement pour partager les données. Alors la question qui tue à chaque fois et que je me pose à chaque fois, comment est-ce qu'on gère les conflits, les locks, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec les containers. Si on a deux clients qui accèdent à un serveur NFS et que les deux essayent de modifier le même fichier, il se passe quoi? Oui, exactement. En fait, l'avantage de EFS, c'est qu'il gère le file lock de façon automatique. Donc, vous n'avez pas à vous soucier s'il y a un accès concurrent ou une écriture par plusieurs containers, une écriture d'un même fichier par plusieurs containers. Quels sont les use cases? Pourquoi je voudrais avoir un accès à un file system dans mon container? C'est simplement pour persister des données qui ne seraient pas en base de données? Enfin, c'est quel genre de données qu'on veut aller trouver là? Donc les use cases pour les containers, par exemple, si comme je parlais tout à l'heure d'utiliser les containers avec des applications plutôt classiques, comme par exemple du CMS ou des web serveurs, comme par exemple du WordPress ou du Drupal. Donc c'est ce type d'application, ils ont besoin d'un partage de fichiers, d'un système de fichiers partagé. Et donc c'est là où on peut utiliser Amazon EFS.
Ça se fait de tourner, excuse-moi, c'est une question un peu naïve, mais ça se fait de tourner des bases de données dans des containers aussi. On a un MySQL, un Postgres historique qu'on veut pas migrer sur RDS pour quelque raison que ça soit, et on le met dans un container. Tu as déjà vu ça chez des clients aussi? Personnellement, non, je n'ai pas vu ça. C'est bien, parce que ça me semble une idée idiote, mais pardon, si quelqu'un le fait, je voulais pas. Mais je me pose chaque fois la question qu'on me dit mettre une base de données dans un container. Enfin, ça pourrait être un use case également. Mais au fait, ces containers, que ce soit avec notre orchestrateur de containers ECS ou avec Kubernetes, un service managé EKS, oui. Ils tournent sur des instances EC2. Et un des trucs que j'ai appris tout au début que j'utilisais AWS, c'est que sur des instances EC2, on a EBS, oui. Donc les volumes attachés aux instances EC2. Pourquoi est-ce que ces containers ne pourraient pas utiliser EBS plutôt qu'avoir un serveur NFS qui rajoute encore un nouveau service dans le jeu et dans l'architecture? Oui, donc c'est vrai que aujourd'hui EBS, lui, c'est un service qui est plutôt localisé au niveau d'une availability zone. Donc on fait de la réplication des volumes EBS au niveau d'une même AZ. Et on a récemment lancé la possibilité d'avoir des volumes multi-attachés, donc on peut attacher à plusieurs instances EC2. Mais l'avantage de EFS, c'est qu'il peut aussi donc présenter des partages de fichiers qui sont ce qu'on appelle régionaux, donc qui peuvent être distribués sur plusieurs availability zones et donc permettre aux applications qui utilisent par exemple du load balancing entre différentes availability zones pour avoir une meilleure disponibilité, de pouvoir bénéficier de ce service et d'avoir vos containers ou vos lambda distribués sur plusieurs availability zones. Oui, c'est vrai, c'est un bon point, j'avais oublié ça. Les volumes EBS, ils sont inhérents à une zone de disponibilité, oui. Tandis que FS, et c'est built-in dans le service, il n'y a rien à faire pour les clients, arrête-moi si je me trompe, peut répliquer les données entre plusieurs availability zones, comme ça, au cas où une donnée serait, une availability zone deviendrait indisponible, ou il y aurait un quack dans une availability zone, au moins les endpoints des autres availability zones fonctionneraient toujours. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est le DNS qui fait la répartition automatiquement, ou est-ce que je reçois un endpoint par availability zone? Non, c'est complètement géré de façon transparente via le service EFS. Donc, on n'a pas à se soucier si on a donc une ou plusieurs copies sur les différentes availability zones, on va accéder via le même mount point. Et ça veut dire également que la réplication est synchrone. Une fois que j'ai le log sur mon fichier, j'écris. Si quelqu'un d'autre lit en même temps, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non. En fait, au niveau de la consistance, donc le service EFS est hautement consistant. D'accord. Et donc on parle ECS. Est-ce qu'il y a la même chose sur EKS pour le moment? Oui, sur EKS, en fait, l'intégration se fait via le driver CSI. Donc, il y a un pilote CSI Amazon EFS qui fournit une interface CSI qui permet au cluster Kubernetes qui s'exécute sur AWS de gérer le cycle de vie des opérations file system Amazon EFS. Et dans le pire des cas, si je veux pas utiliser ECS, EKS, je vois pas vraiment de bonne raison de pas le faire. Mais enfin bon, si je le fais à la traditionnelle avec mes instances EC2 à moi, ça change pas grand chose finalement. Je monte mon point de file system EFS sur mon instance EC2, je déploie mes containers sur mon instance EC2 et je leur donne quand je tourne le container, je donne la référence du file system, du volume et c'est tout. Oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Oui. D'accord. En fait, et aussi le EFS, il s'intègre avec ECS avec les instances EC2, mais aussi avec Fargate. Donc, on a la possibilité de l'utiliser dans les deux cas de figure.
Ah, ça c'est un bon point. Donc Fargate, si vous ne connaissez pas, c'est ce service ou cette option de déploiement. J'aime pas parler de Fargate comme un service séparé. Pour moi, dans mon modèle mental, c'est plutôt une option de déploiement de CS-EKS où vous, le client, vous dites je ne vais pas gérer mes instances EC2, monsieur ou madame AWS, faites ça vous-même et vous déployez vos containers sans serveur. C'est un peu magique en serverless. En fait, évidemment, il y a des serveurs, c'est des instances EC2, mais vous ne les voyez pas, elles ne sont pas dans votre compte. Donc, on peut monter des file systems EFS depuis ECS, self-manage, EKS, self-manage, ECS, EKS, Fargate, ou depuis des instances EC2 tout à fait traditionnelles. Donc, c'est disponible dans toutes les options. Alors, ça, c'est pour les containers, mais il y a... Donc, les containers, c'est bien quand on veut... cloudifier, je vais dire, ou porter une application existante, parce que l'effort est minimal. Parfois, il y a aussi des applications qu'on réécrit ou qu'on écrit from scratch, et pour plein de raisons, on utilise des fonctions lambda plutôt que des containers. La grande différence entre la fonction lambda et le container, c'est le point d'entrée, évidemment. Et puis, c'est que la fonction lambda, c'est juste une fonction lambda. Packager des librairies dynamiques et des choses, c'est possible, mais c'est un poil plus compliqué avec lambda. Et puis, les fonctions lambda, elles ne tournent que 15 minutes aussi. Il y a quand même encore cette limitation de temps. Et donc, ça pourrait avoir du sens pour garder des données plus que 15 minutes, d'accéder à EFS depuis Lambda. Est-ce que c'est possible également? Oui, tout à fait. Donc, l'intégration se fait entre EFS et Lambda. De la même manière que ça se fait avec les containers. Donc, on a un point de montage qu'on peut spécifier dans le code de la Lambda function, et on peut utiliser donc les partages de fichiers EFS avec Lambda. On a dit au début que l'utilisation de EFS, donc un file system managé compatible NFS, avait du sens pour des applications existantes. En revanche, si on démarre, qu'on crée une application de zéro, Amazon S3 a peut-être plus de sens, en tout cas pour les fonctions lambda. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait EFS plutôt que S3 dans le cadre de lambda? En fait, donc ça va dépendre des patterns d'accès aux données ou aux fichiers que vous allez manipuler avec les lambda. En fait, avec Amazon S3, vous devez en fait importer ou télécharger les objets à chaque fois qui sont manipulés. Et vous devez aussi en fait intégrer la logique pour voir si l'objet S3 a été modifié ou pas. Alors que avec EFS, en fait, tous ces paramètres, ils sont nativement disponibles dans le partage du fichier. Et en plus de ça, en fait, avec Lambda, si vous utilisez un partage de fichiers existant et que vous ne spécifiez pas l'option cold, vous n'avez pas de problème avec le cold start, vous pouvez avoir un accès instantané à vos données qui sont dans EFS, et notamment avec le mode d'exécution concurrent. C'est-à-dire que les fichiers, ils sont déjà chargés dans le partage de fichiers EFS utilisé par la lambda initiale, et après les autres lambda qui vont s'exécuter et vont pouvoir bénéficier instantanément de l'accès à ce partage de fichiers. Oui, en fait, c'est la différence entre accéder à un file system et un block storage. Avec S3, c'est du bloc, donc il faut... pardon, c'est pas du block storage, c'est de l'object storage. On s'entend bien. Je te voyais réagir. Et donc, il faut uploader le fichier entier ou downloader le fichier entier avant de pouvoir le traiter. Tandis que EFS, c'est un file system. Au fait, donc on peut faire du random access et aller chercher juste de tel byte à tel byte d'un fichier sans devoir lire la totalité du fichier,
comme on le ferait sur un bon vieux disque dur traditionnel qui est attaché à la machine. C'est ça la principale différence. En plus, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en plus de ça, en fait, vous n'avez pas à payer les opérations d'accès aux fichiers. Donc, contrairement... C'est vrai qu'il y a un coût sur le get et sur le put d'S3, tandis qu'il n'y a pas de coût à l'accès aux fichiers. Il y a un coût de stockage, évidemment, mais il n'y a pas de coût à l'IO ou à l'accès. C'est bien que tu parles de coût. C'est quoi le coût de EFS? Alors, peut-être pas le prix exact, parce que ça peut varier d'une région à l'autre, mais en tout cas, un ordre de grandeur. Quelles sont les principales métriques qui servent à la facturation? Et puis, un ordre de grandeur de prix, si tu les connais par cœur. Oui, en fait, donc d'abord, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de frais minimum, il n'y a pas de capacité minimale à allouer. Donc, on consomme, on va payer que ce qu'on consomme. Et bien sûr, la taille du stockage, elle va varier selon l'utilisation. Si on a supprimé des fichiers, on a rajouté des fichiers. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. Ensuite, en fait, ça va dépendre aussi parce que dans EFS, il y a plusieurs classes de stockage. Donc, il y a une classe de stockage standard. Qui est conçu pour les charges de travail de système de fichiers actifs. Donc, lorsqu'on y stocke des fichiers qui sont fréquemment accédés. Donc, c'est la plus haute performance en matière de FS pour les fichiers live. C'est probablement la plus chère également. Oui. Exactement. Ensuite, on verra pour la performance, il y a aussi des métriques à prendre en considération. Et donc, dans ce cas, vous payez uniquement le volume de stockage du système de fichiers que vous utilisez chaque mois. Donc, c'est un prix par giga par mois, c'est ça? Oui, exactement. Et excuse-moi, je t'interromps, est-ce que c'est par giga réservé? Je crée un file system de 100 gigas et donc je paye 100 gigas, ou est-ce que c'est le giga utilisé? Si je mets un GIF de 10K, je payerai pour mes 10K? Oui, en fait, justement, l'avantage d'Amazon EFS, c'est qu'on va pas allouer à l'avance une certaine volumétrie de stockage. On va vraiment utiliser on va allouer ce qui est réellement utilisé par nos applications. D'accord. Et donc, on facture uniquement ce qui est vraiment utilisé. Oui. Il n'y a pas de réservation de stockage. Donc, ça, c'est la première classe pour les fichiers chauds. Et puis, quelles sont les autres classes de stockage? Oui. Donc, juste pour revenir, la classe de stockage, donc les classes de stockage standard, elles sont ce qu'on appelle des classes de stockage régionales. C'est-à-dire, on a une réplication entre au minimum 3 availability zones. Et par rapport à cette classe de stockage standard, on a aussi une autre classe de stockage standard qui est pour l'accès peu fréquent, ce qu'on appelle standard infrequent access. Et donc, et dans ce cas, en fait, on va faire transiter les fichiers vers un stockage plus froid et donc pouvoir bénéficier d'une optimisation en termes de coût. D'accord. Et cette transition, elle est manuelle, elle est automatique, avec des règles? Elle est automatique. Et on peut paramétrer la durée au bout de laquelle les fichiers vont transiter. Donc je dis, voilà, si dans cette directory-là ou si sur file system-là, les fichiers n'ont plus été accédés depuis 30 jours ou 60 jours, on les change de tiers et donc je commence à payer moins cher pour mon stockage. Oui, exactement. Et en fait, ce qui a été observé, c'est qu'en moyenne, 20% des fichiers sont utilisés de façon active et 80% font l'objet d'un accès peu fréquent. Et donc, c'est là où la service team EFS a décidé de mettre en place cette classe de stockage peu fréquent. Donc, fichier chaud, peu fréquent. Est-ce qu'il y en a un troisième? Oui. On a la troisième classe de stockage, c'est Amazon EFS Unizone. Donc, comme son nom l'indique, on va stocker les fichiers dans une seule availability zone. Donc, si votre application elle est vraiment localisée dans une seule availability zone et que vous n'avez pas besoin de répliquer les données,
donc vous pouvez utiliser cette classe de stockage. Et donc une autre variante, c'est la classe de stockage Unison accès peu fréquent, et bien sûr pour pouvoir également bénéficier de l'optimisation des coûts. Donc vraiment, en fonction de votre usage du file system, vous allez trouver le bon tiers de stockage avec le bon niveau de réplication qui vous donne le bon prix en fonction de votre application. On a brièvement parlé de la performance. On peut revenir, peut-être pas rentrer dans tous les détails des chiffres, etc., mais un ordre de grandeur par rapport à un volume EBS, par exemple, où on situe quelle est la performance maximale qu'on peut attendre d'un volume EFS. En fait, on a le choix entre deux modes de performance et deux modes de débit. Donc, ça peut être personnalisé selon le besoin de l'application en termes de performance. Donc, on a un mode de performance general purpose ou usage général, qui est lorsque vous créez un partage de fichiers via la console qui est sélectionné par défaut et qui peut répondre dans la plupart des cas d'utilisation qui sont sensibles à la latence. Comme les environnements dont on parlait tout à l'heure de services web, les systèmes de gestion de contenu ou la distribution de fichiers générale. Donc l'avantage c'est que en mode on peut bénéficier d'un maximum d'IOPS qui peuvent évoluer vers des niveaux de débit agrégés qui sont assez importants. Mais l'inconvénient de ce mode de performance, c'est que donc on a des latences qui sont légèrement un peu plus élevées, surtout pour les opérations sur les métadonnées. Après, on a un deuxième mode qui est plutôt qui s'intéresse plutôt au débit. Et donc on peut ajuster le débit dont on a besoin et avoir un débit alloué à notre partage de fichiers, indépendamment de la quantité du stockage utilisé. Et donc deux modes de fonctionnement, deux modes de performance, le mode général et un mode haut débit avec des prix différents évidemment. Et donc en fonction de votre application, choisir un mode ou l'autre. Quand on parle file system et surtout depuis quelques mois, il y a beaucoup de clients qui viennent nous dire oui mais et mon backup là-dedans, est-ce que je peux backuper mon file system? Parce que de la réplication entre Availability Zone, c'est de la réplication synchrone, donc c'est pas un backup. Si j'efface un fichier, il sera effacé partout sur les trois Availability Zones. On peut coupler ça avec AWS Backup ou d'autres systèmes? Oui, justement, l'avantage d'Amazon EFS, c'est que moi je pense, c'est un avis personnel après, mais c'est le service le mieux intégré avec AWS Backup parce qu'il présente toutes les fonctionnalités qui sont offertes aujourd'hui par AWS Backup sont supportées par Amazon EFS. Et donc, on s'intègre avec AWS Backup. Il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes comme la restauration granulaire par fichier au niveau des backups. Oui, c'est très important ça. Il ne faut pas que je doive restaurer l'ensemble de mon volume. Je peux aller juste chercher le fichier que j'ai effacé par accident. Exactement. Le dernier point, probablement le plus important, je l'ai laissé pour la fin exprès, comment je sécurise tout ça? Alors j'ai bien compris, le service EFS tourne dans mon compte, donc déjà il faut un accès à mon compte, donc je suppose qu'il y a IAM comme d'habitude sur AWS, mais si je veux être un peu plus granulaire, travailler par application, par container, puisqu'on a parlé de container et de fonction lambda, comment est-ce qu'on peut sécuriser, en tout cas contrôler les accès à ce file system? L'avantage d'Amazon EFS, c'est que il est compatible avec le protocole NFS et qu'il est aussi qui supporte les autorisations d'accès via le mode POSIX. Donc, on peut spécifier les utilisateurs et les groupes qui sont autorisés à monter un tel ou tel partage de fichiers. Et on peut même aller encore plus loin puisqu'on a la possibilité d'utiliser
ce qu'on appelle EFS Access Points. Donc, c'est des points d'entrée spécifiques à l'application ou au conteneur vers le système de fichiers EFS. Et on peut donc faire splitter les accès par application vers un endroit bien spécifique du partage de fichiers EFS, et on peut même aussi forcer l'identité d'utilisateur ou les groupes POSIX de l'utilisateur qui vont accéder à ce point d'accès à travers des policies ou quelque chose comme ça. Je suppose qu'on attache au point d'accès. C'est ça? Oui. C'est des policies IAM qu'on attache au point d'accès. C'est un peu similaire à ce qu'on fait avec Amazon S3, les access points Amazon S3. Un access point, c'est une URL pour accéder à son bucket S3 ou ici à son file system, sur laquelle on attache des permissions particulières. Donc on pourrait imaginer avoir un très grand file system sur lequel on va créer plein de petits points d'accès par application, par exemple, qui vont donner accès à certaines applications, à certaines sous-directories dans le file system, et puis on va les distribuer, tel access point pour tel container, tel access point pour une fonction lambda. C'est vraiment l'idée. Donc on combine 3 mécanismes de contrôle, si j'essaye de te résumer. IAM, comme tout le temps chez AWS. POSIX, donc POSIX, c'est le file system classique Unix avec des groupes ID, des user ID. D'ailleurs, sous NFS, c'est pas toujours facile parce qu'à l'époque où il y avait des serveurs, il fallait synchroniser les user ID et les groupes ID à travers tous les serveurs. Quand on n'utilisait pas des systèmes d'identité centralisés via LDAP ou quoi, c'était un peu compliqué. Une partie des cheveux blancs que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et puis, il y a le troisième point, c'est les access points, similaires à ce qu'il y a sur Amazon S3. Ce sont des portes d'entrée, on peut dire, séparées, différentes, avec leur permission à elles. Alors, en matière de sécurité, il y a la sécurité d'accès aussi, puis il y a la sécurité au repos. Quels sont les systèmes qui sont permis dans EFS pour sécuriser mes données at rest, au repos? Oui, en fait, EFS permet de chiffrer les données, les métadonnées de façon automatique avant qu'elles soient écrites dans le système du fichier. Et donc, il s'appuie sur un algorithme de chiffrement AES 256 standard pour chiffrer les données et les métadonnées EFS au repos. Et qui gère la clé dans ce cas-là? Est-ce que c'est une clé gérée par le service ou est-ce que je peux fournir ma propre clé avec KMS par exemple? En fait, Amazon EFS s'intègre à AWS Key Management Service, KMS, pour la gestion des clés, et il peut utiliser les clés CMK pour chiffrer le système de fichiers, soit en fait vous utilisez une clé CMK gérée par AWS, donc par le service CMK, par le service KMS, ou vous pouvez fournir une clé CMK gérée par le client. Ben voilà un beau tour de FS, donc un file system managé, partageable par vos applications traditionnelles ou vos applications modernes, qu'elles tournent dans des containers, que ce soit avec ECS, EKS ou si vous faites tourner vos containers vous-même. Et puis même avec des fonctions lambda également. Et donc tout ça peut accéder au même file system ou au même, au singulier ou au pluriel. En français, on n'entend pas la différence. File system. Tu m'enverras un Getting Started, un lien, une documentation que les auditeurs du podcast qui souhaitent en savoir plus peuvent lire pour bien commencer avec EFS, mais c'est très facile, hein. Vous allez dans la console, service EFS, vous créez votre file system, vous recevez un endpoint et à partir de là, vous le montez comme vous le faites depuis 20 ans avec une commande mount sous Linux ou dans ETC FSTab. Fait FSTab maintenant pour avoir un montage automatique. Merci Myriam de nous avoir expliqué tout cela. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français. J'espère qu'on vous a donné envie d'essayer EFS et d'essayer EFS dans vos containers et dans vos fonctions lambda. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.